C'est l'enregistrement. J'aimerais te demander, Ethel, si tu permets de mettre Valérie en co-host pour qu'elle puisse partager son écran. Avec plaisir. Excellent. Donc, sur ce, bonjour. Aujourd'hui, à notre webinaire économique, ça nous fait grandement plaisir. C'est un sujet de grande importance, tous les aspects juridiques du développement de nos entreprises, mais en même temps, à différents temps, à différentes étapes de développement de notre entreprise et voire même la croissance de notre entreprise, on cogne à la porte parfois des avocats et des avocates pour aller les consulter sur différents aspects. Ceci dit, je suis Ethel Côté, une entrepreneur avec la firme Mécénès et je suis experte en développement stratégique à l'ACFO SDG et ça nous fait grandement plaisir de vous accueillir à ce webinaire-ci. Le 26 janvier, quand je disais les aspects juridiques de la création d'entreprise, au tout début de la session, je ne sais pas si ça a été enregistré, mais on a vraiment le plaisir d'accueillir une avocate, une dame de Hearst, du nord de l'Ontario, qui est maintenant dans notre région, donc on l'accueille chaleureusement. Et ceci dit, des avocats et des avocates qui s'intéressent particulièrement à l'entrepreneuriat, c'est vraiment critique. Sur ce, tout à l'heure, je vais inviter notre partenaire à la présenter en bonne et due forme. Ceci dit, je vais prendre encore 2 petites minutes, ça va permettre aux gens d'entrer pendant la conférence, faire un petit remerciement des partenaires parce qu'on a vraiment bâti une grande famille en appui à ce programme de formation, de renforcement des capacités en entrepreneuriat et ça nous fait grandement plaisir de les souligner. On a aussi avec ACC Avenir fait un coup de maître, moi je pourrais dire, parce qu'en francophonie, qu'une organisation qui est reconnue culturelle ou communautaire, d'être entrepreneuriale et de dire à l'ACC Avenir, qui est notre société de développement économique, de dire, peux-tu faire un partenariat puis vraiment désigner un fonds pour les entrepreneurs francophones? C'est fait, ça s'appelle le Franco. Aujourd'hui, c'est la Société économique de l'Ontario qui est à l'avant-scène, un de nos partenaires clés, et c'est la société qui va présenter la personne ressource tant attendue. Mais je vais quand même nommer ACC Avenir, la Chambre de commerce de Cornwall et de la région, Conseil de la coopération, Business Sister, consoeur en affaires, Passerelle ID, le programme Bonjour Welcome et Mécénès qui appuient l'ensemble de la programmation. Vous savez qu'on a commencé le 1er décembre à tous les mercredis, à part le temps des fêtes, là, on a pris une pause comme tout le monde, mais à tous les mercredis midi, on a appelé ça les mercredis économiques. On a un rendez-vous jusqu'à la fin mars. Donc, si vous avez manqué certains webinaires, ils se retrouvent dans une filière que nous partageons. Dans la filière, vous avez la présentation PowerPoint, vous avez souvent la biographie des personnes ressources, vous avez aussi l'enregistrement, donc vous pouvez aussi retourner dans cette filière-là pour voir les ressources. Si vous ne les recevez pas, c'est que vous n'êtes pas officiellement inscrit. Vous avez peut-être reçu un lien par un ami, une amie, c'est super parce que les webinaires sont gratuits puis on compte sur ça. Donc, vous pouvez soit m'écrire directement dans les différents courriels que vous avez eus ou écrire à Mariam si c'est Mariam qui vous a invité ou Doreen et d'autres de nos partenaires et on va s'assurer que vous recevez le lien. Le fonds de microcrédit, si on est un entrepreneur, une future entrepreneur de la région de Stormont, Dundas, Glengarry, c'est une première, un prêt de 2 500 à 20 000 pour créer, développer et faire croître votre entreprise. Appelez-nous. On peut vous accompagner même pour écrire la demande en ligne et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ACC Avenir, en dedans de 5 à 10 jours, peut répondre avec oui ou non pour ce prêt. Et je le dis tout de suite parce qu'en laissant aller la présentation, je ne garderai plus le pouvoir de présenter les diapositives. On va aller avec une autre présentation. Mais mercredi prochain, le 2 février, c'est partir en affaires. C'est très facile. Rester en affaires, c'est difficile. C'est passerait l'idée. Et là, eux autres, c'est leur deuxième version, deuxième étape de leur webinaire. Et on va approfondir le côté très humain par rapport à développer, à démarrer, mais aussi rester en affaires. Donc, c'est vraiment très, très important. Sur ce, moi, je vais arrêter mon partage
Et je vais passer la parole à Mariam Koyali, qui est l'agente de développement économique de la Société économique. Ça fait déjà quelques fois qu'on croise le fer, qu'on a fait des partenariats et ça a toujours été très révélateur et très prometteur pour les personnes qui ont participé aux différentes sessions. Donc, la parole est à toi pour accueillir notre invité et aussi nous guider pendant ce webinaire. Merci à toi, Ethel, pour tes efforts et pour l'organisation des mercredis économiques et pour nous avoir impliqués. Donc, comme tu disais aujourd'hui, donc on a donc une invitée spéciale, Maître Valérie Lacroix, donc qui aujourd'hui est gestionnaire du Centre d'information juridique de l'Ontario, qui a été créé par l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Maître Lacroix donc est une avocate bilingue, elle est spécialisée en common law. Elle a une riche expérience dans plusieurs cabinets d'avocats privés à Ottawa et elle offre avec son équipe aujourd'hui par le biais du CIJO des consultations juridiques sur divers sujets d'expertise. J'aimerais noter aussi que le CIJO offre pour ses clients chaque semaine 30 minutes de consultation gratuite. Nous serons amenés tout à l'heure à partager les coordonnées du CIJO pour que vous puissiez profiter de leur expertise et les contacter donc pour différents sujets d'expertise juridique. Il y a également d'autres ressources très intéressantes qui ont été créées par le CIJO et par la GFO, qu'on sera amené à partager dans le chat si vous souhaitez approfondir vos connaissances en matière juridique. Donc, je laisse la parole à Maître Lacroix. Et Maître Lacroix, merci beaucoup, Mariam. Si vous voulez prendre des questions pendant la session, faites juste nous avertir. Sinon, j'invite les gens aussi de se servir de la boîte de conversation, de chat pour écrire les questions. Et Mariam, au moins, on pourra les ramener en temps et lieu. La parole est à vous. Super, merci beaucoup. Alors, je vais juste prendre un instant pour pouvoir partager mon écran et la présentation du même coup. Alors, donc, est-ce que le partage d'écran a fonctionné? Oui, tout à fait. Oui, super. Alors aujourd'hui, merci premièrement, Mariam, pour le bel accueil et Ethel. Je suis contente de pouvoir venir vous parler aujourd'hui brièvement des aspects juridiques de la création d'une entreprise. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les sociétés par action. Donc, tout ce qui est des franchises, des coopératives, des organisations à but non lucratif, des entreprises sociales ou même tout ce qui est d'une entreprise qui existe déjà mais qui veut venir s'installer en Ontario ne fera pas partie de la présentation d'aujourd'hui, étant donné la durée, donc environ les 45 minutes qui me sont allouées. Parce que aussi, je dois dire, dans d'autres contextes, on a offert cette présentation-là sur la création d'une entreprise qui était d'une durée de 2 heures. J'ai pris un cours qui était plusieurs mois à l'école de droit. Donc, on s'entend que c'est un sujet qui est très vaste. Mais aujourd'hui, je vais quand même essayer de pouvoir vous faire un survol et de répondre à vos questions. Et justement, pour répondre à vous, Ethel, si possible, d'inscrire les questions dans le chat et je pourrai soit les prendre au milieu de la présentation. Donc, la présentation comporte 2 parties. Alors, à la fin de la première partie, je pourrai prendre les questions qui sont dans le chat ou sinon, certainement, à la fin de la présentation, j'aurai du temps pour répondre à les questions. Cela dit, je dois vous préciser aussi que je peux seulement répondre des questions qui sont d'information juridique et c'est très possible que je n'aurai pas nécessairement la question ici sur le champ parce que toutes les avocates du centre, on est des avocates généralistes, mais c'est certain que vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec une des avocates de notre centre et on pourra à ce moment-là répondre à vos questions qui sont un petit peu plus spécifiques. Alors, un avertissement avant de commencer, je souhaite préciser que les informations qui sont données aujourd'hui reflètent les lois et les règlements en vigueur aujourd'hui en ce 26 janvier. On le sait, les lois changent continuellement et encore plus depuis le début de la pandémie. Donc, c'est toujours important de s'assurer de réviser les lois au moment de la décision ou de les actions que vous voulez prendre.
Aussi, notez qu'en aucun cas, les informations que je vous donne aujourd'hui devraient être interprétées comme étant un avis juridique ou un conseil financier. Si vous cherchez à savoir quelle option est la meilleure pour vous ou encore avoir un avis juridique, il faut aller consulter un avocat au privé ou sinon ou également un conseiller financier. Mariam l'a déjà un petit peu introduit, donc le Centre d'information juridique de l'Ontario, on fait partie de la grande famille de l'AGEFO, mais en plus de nous, il y a également deux organismes, donc deux projets plutôt. Alors, il y a cliquerjustice.ca qui est un site que si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite à aller consulter. C'est un site de vulgarisation d'informations juridiques sur différents domaines de droit. Et entre autres, ils ont une grande section sur le droit des affaires, donc des entreprises. Beaucoup des informations que je vous présente aujourd'hui est tirée de ce site web. Puis sinon, il y a jurisource.ca, qui est un site de la Commune en français et donc qui est une grande base de données avec différents types de précédents et de décisions. Même si ce site-là est à l'intention des juristes, il y a quand même plusieurs ressources qui sont pertinentes pour le grand public, qui ont des exemples de documents autant juridiques que d'affaires qui pourraient vous être utiles. Alors, rapidement, donc l'AGEFO, notre mandat, c'est notre motto, sinon plutôt, c'est les 2 langues officielles, une justice égale. Alors, sur ça, on souhaite favoriser l'offre active des services en français. On appuie les actions qui visent l'accès à cette justice-là en français. Puis, à travers les différents projets, on cherche à outiller les professionnels et aussi informer le grand public par l'entremise d'ateliers, de nos publications ou de nos rencontres offertes au centre. Donc, comment nous trouver? Vous pouvez, présentement, on travaille tous à distance, donc toutes les rencontres se font de façon virtuelle. Et donc, soit par téléphone ou par l'entremise de la plateforme Zoom. Vous pouvez nous appeler au numéro sans frais qui est affiché à l'écran. Et sinon, vous pouvez également prendre un rendez-vous à travers notre site web. Et donc, ce sont des rencontres de 30 minutes avec des avocats pour vous donner de l'information juridique. Donc maintenant, alors aujourd'hui, comme j'ai déjà mentionné, on va se concentrer sur la forme juridique de différentes sortes d'entreprises. Donc, premièrement, l'entreprise individuelle. Ensuite, on va aussi aborder la question des sociétés de personnes. Donc, quelle est la différence ou quels sont plutôt leurs critères des sociétés en collectif, en commandite, des sociétés à responsabilité limitée. On va également voir les aspects juridiques d'une société par action. Et ensuite, après avoir vu les différentes formes d'entreprises juridiques, je vais vous expliquer, on va faire un survol de la différence entre une entreprise constituée sous le système fédéral ou provincial. On va aussi parler de la question de l'enregistrement du nom de l'entreprise et enfin de comment constituer une personne morale. Avant de rentrer en détail dans les différentes entreprises, je vais quand même clarifier, parce que ce sont des termes qui vont revenir souvent, la différence entre une personne physique, une personne morale et la personnalité juridique. La personne physique, donc, c'est un individu, c'est un être humain avec des droits et des obligations et dont les lois qui sont créées généralement s'appliquent à cet individu-là. Et donc, une personne physique peut partir d'une entreprise individuelle ou va pouvoir aussi constituer des sociétés de personnes. La personne morale, ça, c'est plutôt une création qui n'existe pas dans les faits, qui n'existe pas physiquement, mais qui est plutôt qui est une création juridique. Alors, c'est puis aussi par les lois. Donc, par exemple, une personne morale va être une société par action, donc ça va être une compagnie. On utilise le terme personne morale parce qu'une personne morale va avoir une personnalité juridique. Avoir une personnalité juridique, ça veut dire qu'on a des obligations devant la loi. Et donc, par exemple, si on a une personnalité juridique, on peut être poursuivi à la cour. Alors, si jamais, alors à tout moment où je fais référence à une personne morale, dans le contexte des affaires, dans le contexte de cette présentation-là, ça va être pour faire référence à une société par action.
Et si jamais que je fais référence à une personnalité juridique, c'est vraiment pour dire que c'est, aux yeux de la loi, c'est une entité en soi. Mais on va démêler le tout au courant de la séance. Alors, pour ce qui est de l'entreprise individuelle, donc, souvent, on va voir ça dans le cas d'une personne qui travaille à son propre compte. Ça pourrait également être une personne qui va offrir des soins à les maisons particulières, un plombier, une personne qui offre des services de tutorat ou encore d'aménagement paysager. Donc, ça, ce ne sont que des exemples. Mais l'entreprise individuelle, c'est la forme juridique la plus simple d'une entreprise. Donc, c'est dans ce type d'entreprise que vous êtes considéré comme le propriétaire unique. Alors, cette entreprise-là, elle n'est pas une personne morale et donc, elle n'a pas sa propre personnalité juridique. L'entreprise individuelle et le propriétaire sont la même personne aux yeux de la loi. Donc, c'est le propriétaire qui a la responsabilité exclusive, donc à lui seul, de prendre des décisions. Ça veut également dire que c'est le propriétaire qui reçoit tous les profits, mais qui est également responsable de toutes les pertes. Et donc, comme j'ai dit, devant la loi, il n'y a pas de traitement distinct. C'est la même personne, l'entreprise individuelle ou l'entreprise ou le propriétaire. Aussi, le revenu net de l'entreprise, il devient le revenu net du propriétaire, donc qui est ajouté au revenu personnel. Alors, pour les fins de l'impôt, le revenu du propriétaire et le revenu de l'entreprise est le même. Pour démarrer une entreprise individuelle, comme je disais, c'est vraiment la façon la plus simple pour se lancer en affaires. Il faut obtenir un numéro d'identification fiscale, ouvrir un compte en banque et ensuite, si vous décidez de fonctionner sous un autre nom que le vôtre, bien là, il faut procéder à l'enregistrement du nom commercial. Et donc, vraiment, l'entreprise individuelle paraît intéressante parce que, comme je dis, c'est plus simple et c'est toute la responsabilité, mais aussi les avantages reviennent au propriétaire. Par contre, l'inconvénient est vraiment au niveau de la responsabilité et devant les yeux de la loi que vous êtes la même personne. Alors, si jamais un client de l'entreprise individuelle n'est pas satisfait des services ou qu'il y a une négligence ou peu importe et qu'il décide de poursuivre, bien, c'est vous-même personnellement, c'est le propriétaire qui est responsable. Et même au niveau des créanciers, donc s'il y a des dettes qu'on ne peut pas s'acquitter, les créanciers vont pouvoir aller saisir les biens personnels du propriétaire. Parce que l'entreprise individuelle n'a pas ses propres biens, c'est vraiment le propriétaire qui les a. Ça, c'est un aperçu de l'entreprise individuelle. Maintenant, pour les sociétés de personnes. Alors, on en reconnaît 3. Donc, la société en nom collectif, la société en commandite et la société à responsabilité limitée. À la base, une société de personnes, donc le grand concept, c'est vraiment une association, soit entre 2 individus ou plus de 2 individus, ou de sociétés, donc de ce qu'on va voir aujourd'hui, ou de sociétés de personnes qui décident de se mettre ensemble pour exercer un commerce ou une activité quelconque. Donc, la société en nom collectif, on va souvent voir ça dans un restaurant où il va y avoir un chef et une personne en affaires qui vont vouloir se lancer ensemble. On va aussi pouvoir voir ça quand des membres de la même famille veulent également se lancer en affaires ensemble, à partir d'une entreprise. Ou aussi dans les domaines, souvent c'est populaire dans les domaines créatifs du marché, comme par exemple dans les entreprises de conception graphique. Alors, on va souvent voir ça dans le cas où c'est 2 personnes qui vont avoir des talents différents à offrir. Donc, par exemple, dans le contexte de la conception graphique,
il y aurait un partenaire qui s'occuperait des comptes, de la vente, tandis que l'autre partenaire serait plutôt responsable de la stratégie de publicité et de marketing. Dans le contexte d'une société en non collectif, les associés ou les partenaires, les partners, apportent chacun leur contribution, soit d'argent, soit au niveau du travail, des heures dévouées à l'entreprise, aussi au niveau des biens et des compétences. Chaque associé va avoir droit à une part des bénéfices et chaque associé va également assurer les pertes de l'entreprise. En général, les biens de la société en non collectif, ils vont appartenir à l'entreprise. Mais les profits puis les pertes vont être partagées entre les associés. Donc, qu'il y ait 2 ou 3 ou 4 personnes, les pertes et les biens vont être partagés parmi ces associés-là, les partenaires. Dans le contexte d'une société en non collectif, l'entreprise ne fait pas de déclaration de revenus, donc c'est vraiment l'associé qui associe l'associé qui déclare, excusez-moi, les pertes et les profits qui lui sont attribués. Et ce type d'entreprise n'est pas une personne aux yeux de la loi. Donc, elle n'a pas sa propre personnalité juridique. Alors, chaque associé va être responsable de tout, va être responsable des actions et des conséquences qui en découlent des autres associés qui sont faites dans le cadre habituel des opérations. Alors, ça, c'est le mot-clé. Donc, chaque associé va être lié des conséquences et des actes si les actes ont été faits dans le cadre, dans la conduite ordinaire de l'entreprise. Alors, si c'est pendant les heures de travail, dans la prise de décision, dans la prestation d'un service, etc. Tandis qu'évidemment, si c'est par exemple un accident qui se produit, que l'associé fait un accident pendant qu'il est en vacances avec sa propre famille, et bien là, de toute évidence, si ça ne faisait pas partie du travail ou de l'entreprise de faire des vacances en famille, bien évidemment, ça ne serait pas compté comme ça ne tomberait pas sous la responsabilité des autres associés. Et cette responsabilité-là aussi, bien, ça s'applique également aux risques qui sont pris par cette société. Donc, on fait référence à la responsabilité solidaire. Ça veut dire que peu importe quel associé a pris ce risque, que ce soit par exemple une dette, bien, ce risque-là est partagé parmi tous les associés. Et donc, si jamais on aurait un jugement ou une dette qu'on ne peut rembourser, bien, les biens personnels de les associés peuvent être touchés par cette décision. Parce qu'une société en non collectif n'est pas sa propre personne au niveau de la loi. Pour ce qui est des sociétés en commandite, donc les sociétés en commandite, c'est très similaire, c'est semblable au fonctionnement d'une société en non collectif, mais on va souvent les retrouver dans des projets à durée limitée, comme par exemple lorsque c'est dans la réalisation de films ou encore dans des entreprises immobilières. Comment ça fonctionne? C'est que, prenons l'exemple d'une société, d'une entreprise immobilière. Alors, dans un marché immobilier, le gestionnaire immobilier qui est expérimenté va être l'associé qui est commandité. Et les investisseurs dans ce projet immobilier-là vont être les associés commanditaires. Donc, on parle encore d'associé, mais ça va être un associé commandité, un associé commanditaire. Ce sont les mêmes règles qui vont s'appliquer que ceux à la société en non collectif. Mais la différence, c'est vraiment le fait qu'il y a 2 types d'associés. Alors, dans la société en non collectif, il va y avoir les associés, les partners sont tous au même niveau, tandis que dans la société en commandite, il va y avoir 2 niveaux. Il y a le commandité et le commanditaire. Comme on pourrait peut-être en déduire, le commandité a les mêmes responsabilités qu'un partenaire dans une société en non collectif.
Et donc, toutes les informations concernant la responsabilité personnelle s'appliquent aussi aux commandités. Par contre, c'est possible que dans certains cas, le commandité, lui, va avoir besoin d'obtenir le consentement du commanditaire, donc du deuxième type d'associé, pour prendre certaines décisions. Donc, par exemple, pour ajouter un nouveau partenaire à cette société-là. Le commanditaire, lui, est plutôt considéré comme un associé silencieux. Donc, le commanditaire, il va injecter de l'argent dans l'entreprise, mais il ne va pas la gérer. Il va aussi, même s'il investit dans l'entreprise, les créanciers ne vont pas pouvoir aller chercher les biens personnels de l'associé silencieux, donc du commanditaire. Par contre, là, c'est beau dire « moi, je suis commandité » ou « je suis commanditaire », de le mettre par écrit par un contrat et donc, et de dire que je n'ai pas de responsabilité personnelle parce que je suis seulement commanditaire et je donne de l'argent. Mais si dans les faits, malgré que vous avez un contrat qui vous définit comme commanditaire, mais si dans les faits, vous êtes impliqué activement dans la gestion de l'entreprise, par exemple, bien, c'est possible que la Cour pourrait déterminer que dans les faits, vous êtes un commandité et donc que vous devriez avoir cette responsabilité-là. Et que donc, dans le cas d'une dette, vos actifs, vos biens pourraient être saisis par les créanciers. Alors, il faut se souvenir de ça. Donc, oui, c'est fortement recommandé on le met par écrit, mais il faut aussi s'assurer que le contrat que vous avez fait, l'entente qui est signée pour la société en commandite, eh bien, que dans les faits, vous la respectez et que vous agissez seulement en tant que commandité ou commanditaire. Maintenant, pour ce qui est des sociétés à responsabilité limitée, on va souvent voir ça dans le code d'organisation professionnelle comme au niveau des avocats, des architectes ou les cabinets de médecins. C'est là quand que vous voyez dans le titre, donc SRL pour Société à responsabilité limitée, LLP pour Limited Liability Partnership, c'est la loi qui exige que ces lettres soient ajoutées au nom de cette société de personnes. Ce que ça fait, cette société-là, donc, comme une société en nom collectif, il va seulement avoir un type d'associé, alors de partenaires dans cette société-là. Mais par contre, ces partenaires-là ne sont pas solidaires, n'ont pas une responsabilité solidaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne sont pas responsables de tout ce qui est fait, de tous les risques pris par la société, mais parce qu'ils ne sont pas responsables des actions des autres partenaires. C'est pourquoi qu'on va souvent voir ça, par exemple, d'un cabinet d'avocats, où ce que les partenaires ne sont pas nécessairement au courant de tout ce que leurs collègues font, de ce que tous les autres associés font, comment ils gèrent leur dossier, quel type de dossier qu'ils prennent. Donc, ce type de société existe pour des scénarios comme ça. Par contre, dans je vais juste... donc, excusez-moi, je me suis... Alors oui, c'est ça. Pour qu'une société de personnes soit créée, donc les sociétés en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée vont être créées par contrat. Donc, il doit y avoir un document écrit et qui va donner les informations pertinentes à la création, mais donc qui va être signé par tous les associés concernés. Puis, le nom de la société doit être enregistré conformément à la loi sur les noms commerciaux. La société en commandite, elle est plutôt créée en déposant une déclaration auprès du registre des entreprises de l'Ontario. Et donc, dans cette déclaration, elle doit être signée par le commandité et tous les commanditaires qui sont concernés,
Puis là, il faut ajouter les détails comme le nom de la société, son adresse, la nature de l'activité et indiquer qui est commandité et qui est commanditaire. Donc, comme je disais, c'est très important que ce soit clarifié par écrit, mais c'est aussi important que ce soit respecté au quotidien. Donc, dans les faits, si vous êtes seulement commanditaire, que vous agissez que vous vous comportez comme un commanditaire et non pas comme un commandité. Cette déclaration-là pour la société en commandite est valide pour 5 ans et ensuite, il faut le redéposer à nouveau. Enfin, pour les sociétés par action, donc, c'est souvent ce qu'on va entendre comme une compagnie ou une corporation. Les sociétés par action, ça, c'est le type d'entreprise qui a sa propre personnalité juridique. Donc, l'entreprise peut conclure des contrats au nom de l'entreprise. Elle peut posséder des biens, elle peut signer des bails, elle peut, mais par le fait même, elle peut poursuivre à la cour, mais elle peut également être poursuivie à la cour et être responsable. Une autre bonne chose aussi, contrairement aux autres sociétés en nom collectif, c'est qu'elle a une existence durable. Donc, même si les administrateurs, même si un membre du conseil d'administration, par exemple, décède, la société par action va durer, donc elle va survivre au décès du propriétaire, par exemple. C'est la forme juridique qu'on voit le plus souvent. Même si au niveau légal, puis au niveau des exigences, même aussi administratives, elles sont un petit peu plus complexes. La société par action, donc comme j'ai dit, ça a sa propre personnalité et c'est aussi ce qu'on reconnaît comme une personne morale. Alors si vous voyez, on interchange entre personne morale ou société par action, on veut dire la même chose. Dans le cas d'une société par action, les actionnaires, donc ceux qui ont des actions de cette société, qui sont propriétaires d'actions de cette société, ils ne peuvent pas réclamer les pertes subies par la société sur les impôts. Donc, c'est différent. Mais ça veut également dire que les actionnaires ne vont pas être personnellement responsables des pertes subies par la société et ne peuvent non plus pas être responsables des actions émises par la société. Ça, c'est vraiment de règle générale. On peut voir dans quelques situations ce qui peut avoir le voile corporatif qu'on appelle qui peut être soulevé, mais c'est toute une autre analyse juridique que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à dire que la règle générale, la société par action a sa propre personnalité. Au Canada, une société par action peut être constituée avec ou sans capital action. Donc, le capital action, ça fait référence au montant qui va être investi par les propriétaires dans l'entreprise. Ça peut paraître surprenant parce que dans certaines autres juridictions, il faut avoir du capital action. Si une entreprise n'a pas de capital action au moment de sa création, elle va pouvoir se créer sans problème. Par contre, c'est là que les banques ou les fournisseurs vont souvent exiger une garantie personnelle du propriétaire. Alors là, si on donne une garantie personnelle, bien, on retourne à maintenant être rendu personnellement responsable, puis on vient de perdre, si on veut, la protection qu'une société par action nous amenait en pensant qu'elle était sa propre personnalité juridique puis qu'on était à l'abri des créanciers. Dans la société par action, les propriétaires vont pouvoir transférer de l'argent, des biens ou même des services en échange d'actions. Et donc, il peut y avoir différentes catégories d'actions. On va souvent entendre parler d'une catégorie qui ont le droit de vote, tandis que d'autres qui vont avoir une catégorie qui ont seulement droit à des dividendes, donc d'actionnaires. Puis, les droits donc c'est ça, ces droits-là sont déterminés en fonction de la catégorie. Les différentes catégories
d'actions sont déterminées au moment de la constitution de cette société et va devoir être indiqué dans ses statuts constitutifs. Et donc, la société par action, j'ai déjà touché ça, mais continue d'exister dans le temps, à moins qu'elle se dissolve ou qu'elle soit fusionnée à une autre société ou si qu'elle décide d'abandonner. Donc, aussi ses obligations et fait faillite, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un survol, mais j'espère qu'avec les informations d'aujourd'hui, ça vous ouvre les yeux qu'il y a différents... vous étiez sûrement déjà au courant qu'il y a différents types d'entreprises, mais que ça a vraiment des conséquences juridiques différentes et aussi fiscales. Donc, je ne suis pas beaucoup rentrée dans les impôts et ça, c'est fortement recommandé de soit discuter avec votre comptable pour ce qui est de l'impact fiscal, ou sinon de parler avec un avocat qui pratique en droit des affaires et aussi qui maîtrise bien le domaine fiscal des entreprises parce que c'est quand même souvent pointueux, ça va être précis, ça tombe souvent dans la vie juridique. Alors, c'est toujours mieux de parler avec votre comptable ou un avocat privé que de nous appeler au centre quand ça vient le temps des questions fiscales. Mais donc, la première chose que vous devriez vous demander quand vous faites le choix de votre forme d'entreprise, c'est quelle est l'importance de la responsabilité limitée? Donc, le fait que vous soyez seulement responsable soit de vos propres actions, et donc là, ça tombe, est-ce que vous voulez une société à responsabilité limitée ou en nom collectif, ou si par exemple, ou en commandite, mais aussi à savoir est-ce que c'est important pour vous qu'elle ait sa propre personnalité juridique, donc que vous soyez à l'abri de toute responsabilité, autant fiscale, économique envers les créanciers ou à la cour, donc judiciaire, juridique, si quelqu'un décide de poursuivre l'entreprise. Il faut se souvenir qu'il y a quand même des assurances qui existent. Donc, ça, c'est même si vous décidez d'aller de l'avant avec la responsabilité limitée, il y a aussi toute la question des assurances, voir si ce type d'assurance existe dans le domaine que vous souhaitez que vous souhaitez pratiquer. Et sinon, aussi, des fois, il faut se questionner, OK, la question de la responsabilité, mais il faut aussi voir si vous avez des actifs importants que vous souhaitez protéger. Donc, si vous avez, par exemple, une maison et vous voulez qu'elle soit à l'abri des créanciers, l'entreprise individuelle ne serait pas une bonne option pour vous. La deuxième question qu'il faut aussi se demander, c'est combien de propriétaires est-ce que vous voulez pour l'entreprise? Donc, si vous cherchez à avoir un grand nombre de propriétaires ou d'investisseurs, bien là, c'est là qu'une société par action, par exemple, devrait être choisie ou une société en commandite. Mais si le nombre n'est pas élevé ou même si c'est vous-même seulement, bien là, ça pourrait être une entreprise individuelle ou une entreprise en nom collectif si c'est juste une autre personne, par exemple, que vous voulez faire affaire avec. Ensuite, la troisième chose à considérer, c'est dans quelle mesure voulez-vous que les gens soient actifs dans l'entreprise. Donc, si tout le monde qui veut prendre part à cette entreprise veulent être impliqués activement, bien évidemment, les sociétés en nom collectif seraient la meilleure option à penser. Mais si vous cherchez juste principalement des investisseurs, donc à recevoir de l'argent, les connaissances de quelqu'un et non pas quelqu'un qui va être impliqué, des individus qui vont être impliqués dans la gestion dans le jour après jour, bien là, c'est là que la société par action ou par exemple une société en commandite devrait être priorisée. Et sinon, finalement, quelle situation fiscale est-ce que vous prévoyez? Et ça, c'est vraiment là que ça serait important de consulter avec votre comptable parce que les différentes formes d'entreprise vont avoir différents avantages fiscaux. Et donc, et avoir un impact même sur vous-même. Alors, comme vous avez vu, il y a certaines formes d'entreprise qui affectent votre déclaration de revenus personnellement, alors que d'autres formes ne le font pas. Donc, ça, c'est un choix qui serait fortement recommandé d'évaluer avec votre comptable.
Et donc, c'est ce qui conclut la première section. Donc, l'aperçu, je vais vérifier. Oui, donc, il me reste encore quelques minutes pour la deuxième partie. Est-ce que Mariam ou Ethel, on a reçu des questions concernant la première partie qu'on veut adresser maintenant? Oui, il y a, si un courtier immobilier, comme exemple, quelle forme juridique qu'il devrait choisir? Ce serait la première question. Un courtier immobilier. Bien, dans le fond, ça dépend. Je ne peux pas répondre à ça. Ça dépendrait des 4 questions que j'ai soulevées, des réponses qu'il donnerait. Si c'est quelqu'un qui fonctionne, ça dépend vraiment les réponses qui seraient données suite aux 4 questions. Donc, est-ce qu'il va avoir une responsabilité ou non? Est-ce qu'il va travailler seul? Ensuite, toute la question fiscale. Pour une SA, donc société par action, est-ce qu'il faut être nécessairement au moins 2 personnes? Non. Donc, vous pouvez mettre sur pied une société par action vous-même et que vous allez être le seul dirigeant administrateur listé, c'est possible. Par contre, cela dit, et ça existe et ça se fait toujours, mais c'est dans un scénario comme ça qu'il faut faire attention, parce que ça peut être plus facile de lever le voile corporatif que j'ai mentionné, donc de dire que la personne individuelle ne faisait que se cacher derrière un numéro de compagnie, par exemple. Et là, si on peut voir que c'est ce qui se passait, que la personne faisait juste se cacher derrière un numéro, mais dans le fond, elle agissait en son propre nom de mauvaise foi ou quoi que ce soit, bien là, ça pourrait causer problème. Peut-on faire des affaires au niveau fédéral, au national ou international en tant que société individuelle ou faut-il créer une société par action? Au fédéral, vous pouvez, on va l'adresser dans les prochaines, un peu plus dans les prochaines diapos, mais pour ce qui est du niveau international, à vrai dire, il faudrait voir avec la juridiction en question. Mais généralement, non, il faut être une compagnie, il faut au moins avoir un minimum d'enregistrement pour pouvoir s'étendre, si on veut, mais ça dépend encore une fois de la juridiction dans laquelle vous voulez aller. Mais parce que le fait d'être une société par action apporte aussi un certain niveau de crédibilité dans le monde des affaires, puis même comme par exemple pour avoir des contrats avec le gouvernement, il faut être une société incorporée. On ne peut pas juste être madame qui arrive puis qui demande, qui veut soumettre un contrat au gouvernement. Souvent, c'est une exigence. C'est une exigence ici, mais c'est une exigence de plusieurs pays aussi. Je vais jumeler les 2 autres questions. Ils viennent de la même personne. Si une entreprise incorporée est créée sans capital et que la personne utilise ses fonds personnels pour développer son entreprise, est-ce que l'entreprise devra la rembourser, cette personne-là? Puis après ça, pour une entreprise incorporée, est-ce mieux de verser un salaire ou des dividendes? OK. Pour la première question, donc si c'est le fait qu'une personne donne des fonds personnels, bien ça serait au niveau dans le fond, ça serait au niveau de la négociation, au niveau de la création. Alors, est-ce que le fait que vous avez donné de votre argent personnel vous a donné un retour d'action alors que vous êtes devenu propriétaire d'actions? Ou sinon, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est seulement un prêt que vous avez fait à votre ami qui passe sa propre compagnie? Bien là, vous deviendrez un créancier, puis envers votre ami, par exemple, et ça serait de mettre ça par contrat. Alors, ça dépend vraiment dans quel contexte, comment c'est fait, le prêt, la mise de fonds personnels, parce que justement, ça tomberait soit sous les actions d'entreprise ou sinon, c'est juste toute une question d'un prêt. Et la deuxième question... Salaire ou dividende? Salaire ou dividende? Je vais être honnête, je ne suis pas certaine pour répondre à cette question. Je préférerais que ce soit que cette personne-là pourrait communiquer avec le centre d'avoir plus de temps d'en faire une recherche.
Parfait. Puis on va te laisser continuer. Puis s'il y a d'autres questions, il y en a déjà dans le chat, mais on pourra les prendre à la fin. Puis je veux juste te dire, salaire et dividende, dans mon cas, à moi, j'ai consulté un comptable et il pose à peu près les mêmes genres de questions que toi tu as posées pour le choix de la structure légale pour l'entreprise. Ça dépend de comment tu veux déclarer tes impôts. En tout cas, il y a un paquet de questions. Puis il y a autant d'avantages que l'un que l'autre. Là. C'est vraiment en fonction. Puis donc, mieux vaut consulter comme tu as mentionné. Donc, on va te laisser continuer, Valérie. Bien, merci. Puis, c'était ma première impression. Donc, merci d'avoir répondu. Alors là, maintenant, je vais adresser de comment constituer une personne morale, donc une société par action. Et encore une fois, je vous rappelle, c'est un survol. Il y a plusieurs ressources qui existent aujourd'hui. Il y a plusieurs organismes qui sont là pour vous appuyer à travers ce processus-là. Il y a également plusieurs ressources disponibles en ligne et vous pouvez nous appeler au centre si vous voulez aussi plus d'informations. Mais donc, juste un avertissement qu'encore une fois, c'est un survol qui est fait aujourd'hui. Mais donc, un rappel que si vous créez l'avantage et une personne morale, donc de créer une société par action, même si c'est juste vous derrière cette société par action, bien, l'avantage, je vous rappelle, c'est qu'elle a sa propre personnalité juridique. Donc, si quelqu'un veut poursuivre l'entreprise pour avoir mal effectué les services, par exemple, bien, ça va être le nom de la compagnie qui va être dans les documents à la cour et non pas vous personnellement. Ça va aussi avoir une responsabilité limitée du point de vue financier. Donc, vous n'êtes pas personnellement responsable en tant qu'actionnaire. Au niveau des impôts, donc généralement, il va y avoir un taux d'imposition qui est plus bas pour les entreprises morales, les personnes morales. Il y a aussi toute la question de l'existence en continu. Donc, que cette entreprise-là ne disparaît pas avec son propriétaire. Par exemple, il y a également, si on veut, des désavantages au fait de mettre sur pied une société par action. Donc, entre autres, il va y avoir un coût de démarrage plus élevé. Il y a également plus de formulaires et de documents à préparer, comme par exemple les statuts constitutifs et de penser à quel type d'action qu'on va émettre et qui seront les actionnaires, les dirigeants, etc. Ce qui mène à une structure, qui s'explique par le fait que c'est une structure un peu plus complexe. Mais comme je dis, il y a plusieurs ressources disponibles en ligne et d'organismes qui sont partenaires aujourd'hui qui peuvent vous accompagner ou vous guider dans ce processus de création. Au Canada, vraiment, donc le Canada est composé de 10 provinces, 3 territoires et qui forment un pays fédéral. Donc, chaque province a son propre système de règlements et de lois en ce qui concerne la création de sociétés ou même de sociétés de personnes, mais dans ce cas-ci de personnes morales, donc de sociétés par action. Mais il y a également aussi un système de loi qui existe si vous souhaitez être incorporé au niveau fédéral. Évidemment, aujourd'hui, les critères que je vous ai présentés, les informations concernaient le droit de la province de l'Ontario, mais ça serait différent peut-être similaire, mais ça pourrait quand même être différent dans les autres provinces. Si vous constituez, donc si vous créez votre entreprise, votre société par action sous le régime fédéral, non, excusez-moi. Premièrement, vous devez faire le choix. Au moment de la création de votre entreprise, vous devez décider si vous voulez choisir, si vous voulez que ce soit la loi fédérale qui s'applique ou si vous voulez vous enregistrer sous le système provincial. La grande différence, c'est que le système fédéral offre une meilleure protection au niveau des droits sur les noms de la société. Et ensuite, si vous êtes enregistré au niveau fédéral, vous avez la capacité de faire des affaires dans toutes les provinces et territoires, tandis que si vous êtes juste enregistré en Ontario,
votre compagnie ne peut en principe pas faire affaire ou n'est pas une entreprise à proprement dit pour faire affaire dans d'autres provinces. Mais du niveau fédéral, le coût global pour lancer cette entreprise peut être un peu plus élevé. On va repasser la différence. Mais donc, si vous constituez votre régime sous la province, sous les lois de la province de l'Ontario, comme je dis, vous pouvez seulement pratiquer en Ontario. Alors, ça retourne un petit peu à la question tantôt que vous m'avez demandé. Pour être une SP, une entreprise pour pratiquer à l'international ou partout au pays, bien, premièrement, il faudrait s'assurer que pour pratiquer partout au pays, vous êtes enregistré sous le régime fédéral. Vous pouvez faire affaire, donc ça ne vous empêche pas de faire, si vous êtes juste enregistré en Ontario, de faire affaire dans une autre province, mais vous allez devoir vous inscrire auprès de cette province. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas un droit acquis, si on veut, de participer dans toutes les provinces. Et donc, l'avantage vous pouvez toujours vous créer justement sous le régime provincial et là, si dans une année plus tard, vous décidez d'étendre votre entreprise à d'autres provinces, vous pouvez le faire par après. Mais ça ne sera pas la même protection. Fait si, par exemple, vous avez créé une entreprise en Ontario qui s'appelait XYZ et que là, maintenant, vous décidez d'étendre vos affaires au Manitoba, bien, c'est possible que par le temps que vous arrivez au Manitoba, l'entreprise XYZ qui pratique dans le même domaine de vous va déjà exister et là, vous ne serez pas en mesure d'utiliser le même nom. Tandis que si vous feriez l'enregistrement au niveau fédéral, bien, votre nom d'entreprise serait ensuite reconnu dans toutes les provinces. Donc, oui, j'aurais dû changer la diaporama, mais donc, c'est vraiment qu'au niveau fédéral, vos activités, le nom commercial va être reconnu dans toutes les autres provinces et vous allez avoir le droit de pratiquer vos affaires dans le reste du Canada, donc à l'extérieur de l'Ontario. Ça peut aussi, comme j'ai déjà dit, une société par action peut aussi donner un peu plus de crédibilité, mais encore plus si c'est au régime fédéral, lorsque ça vient le temps d'aller, par exemple, à l'international. Donc, ça peut donner plutôt une reconnaissance globale. Et donc, les conséquences ou plutôt les désavantages du régime fédéral, bien comme j'ai dit, ça peut coûter plus cher, donc au niveau des frais administratifs et ça va prendre aussi ça peut prendre un petit peu plus de travail pour s'assurer de répondre aux exigences du gouvernement fédéral. Vous devez quand même enregistrer votre entreprise dans toutes les provinces, mais à la préparation de cette entreprise, de cette présentation, je voyais que le système en ligne qui permet de faire l'enregistrement au niveau fédéral te permet de le compléter, de faire l'enregistrement dans toutes les provinces en même temps. Donc, ce n'est pas nécessairement une étape qu'il faut ensuite appeler chacune des 10 provinces individuellement pour procéder à l'enregistrement. Mais quand même, c'est à prendre en considération. Et c'est ça. Et puis aussi, il peut y avoir des documents supplémentaires donc, qui peuvent mener à un coût plus élevé. Donc, pour faire, si on veut, une conclusion, bien, si vous enregistrez votre entreprise, votre société par action sous le régime fédéral, ça va vous permettre d'avoir une protection de votre nom d'entreprise à travers le pays. Puis aussi, bien, ça permet une reconnaissance à l'échelle internationale. Si par contre, vous prévoyez juste pratiquer votre entreprise en Ontario, bien, vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'aspect national et donc, vous serez recommandé de le faire juste l'enregistrement au niveau de la province et justement, ça peut être moins coûteux et le processus peut être moins onéreux.
Pour ce qui est de comment enregistrer son entreprise, bien, la première étape, c'est vraiment de choisir le type de modèle que vous voulez. Donc, de penser, est-ce que c'est une entreprise individuelle, une société de personnes ou sinon une société par action, donc une personne morale. Et ensuite, de déterminer si vous le faites sous le régime fédéral ou provincial. Donc, quelle sera l'étendue de vos services. Du côté de l'Ontario, donc tout dépendant le type d'entreprise, mais dès que vous utilisez un nom d'entreprise qui est différent que le vôtre, dans le cas d'une entreprise individuelle, mais sinon pour tous les autres types d'entreprises, vous devez enregistrer le nom commercial ou la société en commandite. On va en parler rapidement dans quelques instants. Et ensuite, il y a des formulaires qui doivent être déposés auprès de la province. Pour ce qui est du fédéral, il y a également ce que je parlais là, qui était en ligne accessible, c'est le centre de dépôt en ligne de Corporation Canada auquel que vous pouvez déposer les formulaires exigés. Pour ce qui est du nom commercial, alors comme je disais, il faut enregistrer le nom commercial si le nom va être différent que celui du propriétaire dans une entreprise personnelle. Si votre entreprise elle exerce des activités autres que sous sa compagnie à numéro, que le numéro là, qui vous a été remis du gouvernement, vous devez également l'enregistrer si vous êtes une société de personnes qui exerce sous un nom différent que le nom de tous les associés concernés. Ensuite, si vous êtes une société en commandite ou en nom collectif, donc encore une fois, que vous pratiquez sous un nom différent que le numéro qui vous est donné. Et enfin, si vous êtes une entreprise une société à responsabilité limitée, donc par exemple un cabinet d'avocats ou de médecins, il faut que ce soit enregistré et avec l'ajout du SRL. Avant d'enregistrer, pour enregistrer le nom commercial, vous allez devoir vous vérifier tout d'abord si quelqu'un utilise déjà le nom que vous envisagez. Alors, pour ça, il y a le rapport Nuance. Et donc, ils peuvent être recherchés. Ça se fait en ligne, des services qui sont offerts pour un frais qui peut être assez minimal. Et effectuer cette recherche-là, s'assurer qu'il n'y a pas un nom commercial qui pourrait porter à confusion. Quand vous allez enregistrer le nom commercial, c'est bon pendant 5 ans, donc il faut renouveler à chaque 5 ans et garder ça en tête. Le gouvernement ne va pas nécessairement, la province ne va pas nécessairement vous envoyer des rappels par rapport à ça. Donc, oui, pour l'enregistrer, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Services Ontario et seulement les cartes de crédit listées en ligne sont acceptées à l'écran. Votre nom commercial, est-ce qu'il est protégé une fois qu'il est enregistré? Pas nécessairement. Donc, la loi sur les noms commerciaux, donc la loi sur laquelle vous en faites l'enregistrement, ne va pas garantir l'exclusivité, donc le fait que personne d'autre va l'utiliser, mais ça va quand même empêcher qu'une personne ne peut pas utiliser le nom si ça porte à confusion. Si vous cherchez à ce que votre nom soit entier, que le nom de la compagnie le nom commercial soit vraiment protégé, et que personne d'autre peut l'utiliser, bien là, c'est rendu un enregistrement sous la loi sur les marques de commerce au niveau fédéral. Je vois qu'il est maintenant, on est 13 heures, donc je vais terminer ici parce que pour ce qui est on rentre vraiment dans l'aspect technique et ça, c'est des informations que vous pouvez nous appeler au centre, que je sais que par exemple à la SEO ou sûrement à l'ACFO même peuvent vous aider avec ces informations. Et donc, pour respecter le temps, je vais terminer ici. Puis Mélanie, je venais d'écrire dans le chat, merci beaucoup, qu'on prenait 5 minutes de plus. Il y a 2-3 questions, si ça ne te dérange pas, on pourrait les prendre? Oui. Oui, puis sans doute qu'on va te faire revenir parce que ça a été très populaire et très dynamique au niveau des questions. Si on a déjà une entreprise individuelle,
puis qui n'est pas en opération, est-ce qu'on peut changer sous une autre forme d'entreprise légale où il faut la dissoudre puis partir sur un autre nom? Qu'est-ce qu'il faut faire? Une entreprise individuelle, en principe, si vous choisissez d'arrêter de l'utiliser, elle cesse d'exister. Donc, dans le sens, si l'entreprise cesse ses activités, l'entreprise cesse d'exister. Okay. Ça, c'est donc, si il faut démarrer quelque chose. Qu'il n'y a pas rien qui a été créé, déposé. Et si des personnes sont de différentes citoyennetés, peuvent-ils se constituer une entreprise au Canada? Oui, mais il y a certaines règles. Donc, ça serait dans la version plus longue. Là, ça fait de mémoire. Les règles ont changé en plus récemment. Donc, oui, mais il y a quand même un critère de résidence qu'un des membres, là, par exemple, qu'une des personnes soit résident du Canada, mais j'oublie c'est quel pourcentage parce que ça a changé récemment. Mais c'est possible, mais il y a quand même, dans certains scénarios, un critère de résidence du Canada qui est exigé. Combien de temps dure une incorporation? Dans le dépôt des documents? Non, mais si, mettons, une entreprise est déjà incorporée, est-ce que ça dure 2 ans, 5 ans, 10 ans à vie? Ça dure en autant que les obligations sont respectées. Donc, généralement, à chaque année, des formulaires doivent être déposés au gouvernement. Donc, tant et aussi longtemps que ça c'est fait, que les obligations sont respectées et qu'il n'y a pas eu une décision de dissoudre ou qu'il n'y a pas eu une décision de la Cour de dissoudre la compagnie, ça dure dans le temps. Si on est déjà inscrit au niveau fédéral, donc incorporé au niveau si on est déjà incorporé au niveau provincial et en opération, mais on aimerait transformer ça en entreprise, en société au niveau fédéral, est-ce que c'est possible? Oui, mais ça va être de faire le processus d'incorporation au niveau fédéral. Parfait. Puis là, j'avais Doreen qui a la main levée, puis il y avait Rita qui avait la main levée, mais peut-être sa question a été posée. Donc, Doreen, possiblement Rita, puis je vais passer la parole à Mariam pour qu'elle te remercie. Doreen? Merci beaucoup, Ethel. Moi, c'était simplement pour ajouter à ce que Maître Lacroix nous a dit en ce qui concerne si les gens sont de différentes nationalités. Je sais qu'il est fort recommandé si, par exemple, une entreprise fait application, comme par exemple au programme de financement que ACC Avenir offre, il faut y avoir au moins une personne qui est de citoyenneté canadienne ou puis là, je vais utiliser un anglicisme, là, Landed Immigrant Status. Je pense que c'est quelqu'un qui est d'une autre nationalité, mais qui est reconnu là, ici au Canada. Et puis, ça nous prend, nous, par exemple, pour prêter des sous, il faut que ça prenne un actionnaire d'au moins 50% de l'entreprise qui est de citoyenneté canadienne pour avoir accès à ces programmes de financement-là. Alors, souvent, ce n'est pas quelque chose qui est requis, mais c'est quelque chose qui est recommandable simplement pour avoir accès aux bénéfices qui sont apportés par différents programmes. Ça devient à ce moment-là plus une question de stratégie et non nécessairement strictement du côté juridique. Merci. Je ne sais pas si Rita, tu avais encore ta question? Oui, bonsoir. Et puis bonsoir. Merci pour cette riche rencontre. OK, bon, c'est pour revenir sur ma question que j'ai posée. C'est moi qui ai demandé s'il y a plusieurs personnes de différentes nationalités. Mais effectivement, dans le groupe, on veut monter un groupe d'investissement. Effectivement, il y a des Canadiens et des Américains et puis d'autres nationalités. Donc, c'est un groupe de 12 personnes. Et il y a une résidente, une Canadienne et 2 résidents permanents qui sont au Canada, 2 résidents permanents du Canada dans ce groupe-là. Tout à l'heure, vous avez parlé du programme de ACC. C'est quoi le programme de ACC?
Doreen? Oui, ça va. ACC Avenir, c'est un organisme à but non lucratif qui opère sur le territoire ciblé de Cornwall, les comtés adjacents de Stormont, Dundas et Glengarry, ainsi que le territoire autochtone de Akwesasne. Et nous, on est un organisme à but non lucratif qui aide au financement aux entrepreneurs pour le démarrage d'entreprises dans notre territoire. Alors, mais on ne peut seulement desservir que notre territoire, qui est d'ailleurs le même territoire que ACFO SDG. Toutefois, il y a d'autres organismes parallèles aux nôtres. Il y en a comme 250 à travers le Canada, dans toutes les provinces et les territoires, qui font la même chose que nous. Mais on a tous peut-être des mandats qui sont un petit peu différents, qui reflètent là, les saveurs locales. Alors, ça dépend. On peut certainement s'entretenir directement pour répondre à vos questions à ce moment-là, Rita, mais mais généralement, à chaque fois que vous voulez accéder au programme offert par le gouvernement fédéral, il faut avoir des actionnaires ou des gens qui font partie de l'entreprise qui sont au Canada. Sans ça, évidemment, le gouvernement fédéral vous regarde et vous dit, ben, c'est pas notre job de vous appuyer à ce moment-là. Alors, en autant que vous avez une partie de vos actionnaires là, qui est ici au Canada ou qui sont actifs à ce moment-là, il y a peut-être certains autres critères, là, dépendamment du programme, mais c'est faisable. Merci. Merci Et beaucoup, je ne sais pas, Valérie, si tu avais des éléments de réponse aussi à la question ou ça va pour maintenant? Non, ça va. Puis j'ai beaucoup aimé l'intervention de Doreen, que souvent la question de la résidence, c'est pas seulement juridique, mais c'est beaucoup stratégique et même du point de vue financier. Les programmes vont souvent privilégier les résidents permanents. Donc, Je peux vous dire aussi qu'on peut choisir notre siège social parce qu'on a le goût aussi de payer nos dus, nos contributions au gouvernement dans la province désirée. Donc, il y a plein de composantes. J'aimerais ça passer la parole à Mariam pour vous remercier, mais je veux juste vous dire, il y avait la demande d'avoir accès aux présentations. Donc, Valérie, je ne sais pas si on va pouvoir avoir accès à ta présentation. On la mettrait, nous autres, dans notre filière partagée, mais les gens vont avoir accès à l'enregistrement. Et Valérie, je te dirais juste, c'est partie remise parce que je crois qu'on va te réinviter très prochainement avec l'appui de Mariam. Ça a été extraordinaire. Et Mariam, la parole est à toi pour remercier notre invité et clore l'activité. Déjà, merci à toi, Ethel, pour avoir très bien facilité la session et un grand merci à Maître Lacroix parce qu'on ne s'imagine pas l'effort fourni par le CIJO pour construire ces présentations, pour chercher l'information. Et puis, j'aimerais noter que cette présentation a été condensée en 1 heure. En réalité, elle dure 2 heures d'habitude. Donc, il y aura d'autres sessions de 2 heures. Je vous ai mis le lien des événements organisés par l'ASCO. Donc, n'hésitez pas à le garder sous la main, à consulter régulièrement pour nos prochaines sessions avec le CIJO et les autres sessions inscrites sous d'autres mandats de l'ASCO. Voilà, un grand merci à tous d'avoir été là et encore une fois, merci Ethel, merci Maître Lacroix. Merci, bonne fin de journée. Oui, Valérie? Oui, je vais simplement dire merci, puis certainement, on prendra contact pour cette partie remise. Merci. N'oubliez pas le prochain mercredi économique, mercredi prochain à midi. Et merci encore, Mariam, Doreen, notre autre partenaire, et Valérie. Et à la prochaine. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.